Je ne reconnaissais plus l'homme avec qui j'avais partagé 32 ans de vie. J'emploie le passé, parce qu'il y a des moments où le temps se fissure et tout devient irréversible. Ce que j'avais cru stable a bougé, s'est déplacé, et au centre de ce déplacement, il y avait une phrase que je n'aurais jamais imaginé entendre sortie de sa bouche. « J'ai parlé avec ton beau-frère », m'a-t-il dit un soir. « Il est d'accord. C'est à toi de décider. » J'ai donné à mon beau-frère après que mon mari a demandé. Il a supplié que je le fasse devant lui. C'était le titre de mon basculement, et ce soir-là, ces mots ont ouvert un gouffre. Je m'appelle Myriam. J'avais 21 ans quand j'ai dit oui à Vanderlei. À 53 ans, je me retrouve à raconter cette histoire en pesant chaque syllabe. Parce que je veux que vous ressentiez ce poids. Pas pour me faire plaindre, mais pour que vous compreniez comment on en arrive là. Au moment où tout a commencé à craquer, il avait 74 ans. Il avait été un homme solide, un entrepreneur sûr, un repère. La maison, le travail, les vacances préparées comme des promesses. La différence d'âge a compté d'abord comme une sécurité. Avec le temps, elle est devenue sédiment, des habitudes, puis des silences, puis un retrait presque imperceptible. Il y avait toujours des signes, comme des gouttes d'eau qui finissent par creuser la pierre. Les dîners où il regardait son journal plus que moi, les nuits où il préférait la télé au partage, ses épaules qui se raidissaient quand je cherchais sa main. Je me disais que nous traversions simplement une saison, que l'amour se réorganisait. Je n'avais pas anticipé que ce retrait finirait par prendre la forme d'une proposition mécanique, comme si le cœur pouvait être mieux géré par un arrangement. Josivaldo, le frère de Vanderlei, est entré dans nos vies comme un discret refuge. Il avait 65 ans, ferme, patient, toujours quelque chose à dire qui vous faisait sourire sans faire d'histoire. Il venait souvent, d'abord pour des raisons familiales, des travaux, des papiers, puis pour des repas qui s'éternisaient. Son attention n'était pas agressive. Elle était faite de petites choses. Un manteau accroché, une tasse remise, un regard qui reste un instant de trop sur mon visage quand je parle. Ça m'a touchée comme de l'eau tiède sur une peau sèche. J'ai ressenti, sans comprendre entièrement, un réchauffement que je n'obtenais plus chez mon mari. La proposition est venue un soir d'été, alors que la piscine reflétait une lune cassée et que les graviers crissaient sous les pas des serviteurs qui rangeaient les chaises. Vanderlei était assis près de moi, la voix basse, comme s'il me rendait un service indispensable. Il m'a raconté qu'il avait parlé à Josivaldo. Il m'a expliqué, sans colère, presque avec un professionnalisme inquiétant, qu'il avait besoin d'être soulagé de certaines responsabilités, de ne plus être le centre de tous les efforts. « C'est une solution, a-t-il dit. Tu seras comprise. Tout restera dans la famille. » Il m'a regardé, non pas comme un amant table sur une stratégie, mais comme quelqu'un qui attendait une réponse rationnelle à un problème pratique. Je me suis sentie comme un animal pris au piège de la lumière. Répugnance d'abord, une colère chaude qui me monta à la gorge. J'ai pensé à l'humiliation, à la rupture de toutes mes convictions. Puis la honte. Pourquoi avais-je l'impression d'être en demande? Pourquoi avais-je au fond ce désir de plaire encore, d'être vue? Ce sont des pensées que l'on n'ose pas dire, mais elles existent, elles travaillent, elles rongent. Vanderlei n'a pas insisté. Il a posé la proposition comme la présentation d'une option sur une table. Il savait que mon silence suffirait parfois. Il m'a tendu un ultimatum déguisé. Il ne forçait pas, mais il esquissait le futur en fonction de ma décision. Il parlait d'un accord discret, contrôlé, sans conséquences publiques, une sorte de parenthèse qui nous permettrait de continuer ensemble, sans douleur ni discussion. « Pour toi, c'est une chose simple, » disait-il. « Pour moi, c'est la paix. » Sa façon de présenter la chose rendait la décision presque administrative. J'ai ri pour ne pas pleurer. J'ai dit non d'abord. Puis j'ai espéré qu'il sentirait la gravité de sa propre demande et qu'il serait honteux. Il ne l'a pas été. J'ai passé des semaines dans une brume. Mes journées contenaient des gestes répétés. Le café le matin,
La maison ordonnée, le visage que l'on présente quand on a des invités. Le soir, je regardais la porte comme si elle pouvait me dire quoi faire. À certains moments, j'ai imaginé partir. J'ai fait des plans qui s'empêtraient dans la peur. Partir signifierait perdre la sécurité, la maison, l'indépendance matérielle que j'avais goûtée, sans réaliser sa portée. Je pensais aussi à la honte, à la façon dont on serait jugé, à la famille qui s'effriterait. Je restais. Ce que je n'avais pas prévu, c'est que l'idée, quand on la nomme à voix basse, entre alors dans la maison comme un courant d'air et commence à transformer les habitudes. Ce n'est pas une décision qui s'impose d'un coup. C'est un glissement, des regards qui durent un peu plus, un baiser sur la joue qui devient une main dans la mienne, une présence qui devient un rendez-vous dissimulé. Les premiers gestes d'affection entre Josivaldo et moi avaient en quelque chose d'innocent et d'urgent. Ils étaient des réponses d'homopopons à des manques accumulés, à des besoins que j'avais cachés sous l'étiquette du devoir et de la résignation. La première nuit est un point que je revis sans cesse. Elle n'a pas été dramatique comme dans un roman. Elle a été lente, maladroite, chancelante. Il n'y a pas eu d'éblouissement, seulement une reconnaissance physique d'avoir été enfin regardée. J'ai fermé les yeux et me suis laissé faire. Non pas parce que j'étais fougueuse, mais parce qu'à cet instant, j'ai cru sentir une considération oubliée depuis longtemps. Après, il y a eu la culpabilité, l'impression d'avoir vendu une part de moi que je n'aurais pas dû céder. Mais il y avait aussi un soulagement alambiqué, comme si avoir été vue pour autre chose que la fonction sociale que j'incarnais m'avait réparé un peu. Je veux être claire. Ces moments n'étaient pas des scènes de cinéma. Il n'y avait pas de passion flamboyante, pas d'amour idéalisé comme on en lit. Il y avait des gestes, des mains qui apprennent à connaître un terrain que la routine avait rendu aride, et une parole qui s'échangeait dans la pénombre, parfois un merci chuchoté, parfois un silence lourd. Le mari, souvent, n'était pas présent physiquement, mais l'accord qu'il avait donné planait, comme une ombre qui rendait tout plus secret et sinistre. Il m'avait demandé d'offrir quelque chose qu'il avait choisi pour lui garantir la paix. Il voulait que je le fasse même devant lui, qu'il puisse assister si nécessaire, comme un notaire de nos corps. L'idée d'être mise en scène, de devoir exister par la validation visible du mari, a ajouté une couche d'humiliation que je n'avais pas prévue. Il n'a pas assisté à la première fois. Il a eu, dit-il, une urgence au travail, une réunion. Mais il savait. Le silence qui suivait était lourd de reconnaissance tacite. Les jours qui ont suivi ont été marqués par une normalisation. Je voyais Josivaldo plus souvent. Il venait aider, pour la maison, puis pour parler, puis pour rester jusqu'à ce que la nuit tombe. Nous avons trouvé des codes, des alibis. J'ai commencé à me mentir à moi-même en me disant que c'était pour le mariage, pour garder la maison, pour préserver notre extérieur. Ce mensonge était une stratégie de survie. La famille a remarqué, bien sûr, parce qu'on ne peut jamais complètement cacher la vérité quand elle affecte les gestes quotidiens. Il y a eu des commentaires discrets, des regards qui pèsent, des cousines qui conjecturent. Personne n'a prononcé la phrase. On restait dans la suggestion. À la maison, nous avons continué à faire semblant. Vanderlei, parfois, devenait brutalement affectueux, comme pour racheter quelque chose. D'autres fois, il devenait plus distant encore, comme s'il avait troqué une part de son humanité contre le calme que lui apportait sa solution. J'ai appris à déchiffrer ces variations avec la peur de la perdre. Je n'étais pas la seule à me mentir. Josivaldo aussi avait des zones d'ombre. Il parlait de loyauté, de famille, de devoir. Parfois, après nos moments, il me prenait la main comme pour la rassurer. Parfois, il s'éloignait, la conscience lourde. Il n'était ni un prédateur, ni un héros. Il était un homme plus âgé qui savait comment calmer des tempêtes par la présence. Sa façon de m'écouter, pendant des heures, a été l'un des pièges les plus puissants. Écouter avec attention peut être aussi engageant qu'une caresse. Je me suis surprise à espérer, puis à redouter des rendez-vous. Il y avait une complexité nouvelle dans mes humeurs. Joie coupable, tristesse insondable, honte et fierté mêlées. Je pensais souvent aux jeunes femmes que j'avais été,
à la façon dont j'aurais ri d'une histoire pareille, à l'idée que mes amis auraient été horrifiés. La vie ne ressemble pas toujours à ce qu'on espère. Elle est faite de choix que l'on croyait impossibles, puis de conséquences que l'on n'a pas prévues. Une nuit après une de ces rencontres, j'ai trouvé un mot sur la table. Ce n'était pas une lettre, juste une feuille avec quelques mots griffonnés de la main de Vanderlei. « Si quelque chose ne va pas, tu me le dis. » 3 mots qui semblaient anodins et qui, pris ensemble, m'ont donné envie de hurler. Je me suis mise à pleurer dans la salle de bain, parce que ce « si » contenait une menace et une promesse qui n'étaient pas à ma mesure. Je comprenais la logique qui l'animait, et en même temps, je la haïssais. Les mois ont passé ainsi, avec une mécanique sournoise. Moments d'affection interdite, reprise de nos vies ordinaires, excuses, secrets. J'ai commencé à compter les jours où je n'avais pas cédé à la demande, comme on compte des dettes. Un matin, en me regardant dans le miroir, j'ai réalisé que j'avais changé. Mes traits semblaient plus fermes, ou peut-être plus usés. Difficile à dire. J'avais perdu l'insouciance, ou peut-être simplement appris à inventer un courage que je ne me connaissais pas. Puis, cette surprise improbable est arrivée. Je sais qu'on dit que c'est rare, qu'à 53 ans, la grossesse est comme un éclair dans la nuit, quelque chose qu'on n'attend plus. Moi, je l'ai senti d'abord comme une fatigue anormale, une nausée légère, puis comme un retard que je n'osais pas mesurer. J'ai évité de dire quoi que ce soit pendant des semaines, comme si parler pouvait donner vie à la peur. Un matin, j'ai pris un test. Le petit bâton est devenu une règle qui sépare des mondes. Positif. Mon cœur a sauté et puis s'est effondré. La question suivante, plus pressante que la joie, a été la peur. Qui est le père? La peur était aussi tangible que la vision d'un avenir à reconstruire ou à détruire. J'ai senti la panique monter, mais aussi quelque chose d'autre. Une responsabilité immense qui n'était pas seulement à mon égard. Il s'agissait d'un enfant, d'un être qui ne m'avait rien demandé. Dans le silence de la chambre, j'ai pensé à toutes les possibles vies qui s'ouvriraient à cause d'un choix fait pour préserver un confort. Je n'ai pas dit tout de suite. J'ai pris rendez-vous pour un test prénatal non invasif. Une expression clinique qui sonnait absurde pour quelque chose d'à la fois si intime et potentiellement explosif. J'ai appelé la clinique, donné mon nom, menti un peu sur mes symptômes pour justifier la demande rapide. La machine me paraît souvent impitoyable, et pourtant elle allait dévoiler ce que j'évitais depuis des mois. En attendant les résultats, la maison est devenue un lieu de tension presque palpable. Vanderlei a remarqué ma fatigue, a insisté pour que je me repose. J'ai répondu avec des banalités. Josivaldo est venu plus que d'habitude, prétextant du bois à couper, des dossiers à régler. Il s'assoyait près de moi, ses mains cherchant discrètement les miennes, ses paroles plus difficiles à articuler. Je le sentais prêt, et j'ai senti la culpabilité me ronger encore plus profondément. Je tremblais à la pensée d'un test qui pourrait dévoiler non seulement notre secret, mais la défaillance morale d'un système familial que j'avais accepté. Je passais mes journées comme une femme errante dans sa propre maison, observant les objets comme s'ils étaient des témoins muets. La table où nous avions fêté tant d'anniversaires, la montre de Vanderlei qu'il avait achetée le jour où il m'avait demandé en mariage, ces petites choses qui semblaient s'être alignées pourtant pour me rappeler que tout cela était réel. Et puis la peur de l'avenir. Si le test disait que le père était Josivaldo, qu'adviendrait-il? Et si c'était Vanderlei? Les scénarios s'empilaient, mais aucun ne me donnait une issue propre. Une après-midi, Josivaldo m'a trouvée assise devant les papiers. Il est venu s'asseoir sans frapper. Nous n'avons pas commencé par les mots difficiles. Nous avons parlé du temps, des voisins, de choses insignifiantes qui semblent tenir le monde à flot. Après un moment, il a posé sa main sur la mienne. Il a dit « Si jamais ce n'est pas ce que tu veux, on prendra une décision ensemble. » Sa voix était basse, presque cassée. J'ai entendu dans ses mots la peur de perdre quelque chose qu'il n'avait pas prévu lui non plus. Il a ajouté « Je ne veux pas te blesser davantage. »
J'ai répondu par un silence que je voudrais pouvoir décrire sans honte. Le test a été programmé pour le lendemain matin. J'ai demandé la discrétion, et la clinique m'a assuré que les résultats seraient disponibles bientôt. Je me suis éveillée ce matin-là avec une sensation d'étirement au niveau du cœur, comme si quelque chose attendait d'être libéré. J'ai pris une douche, j'ai avalé un café, j'ai regardé les rayons du soleil qui filtraient à travers les rideaux, et j'ai pensé au jour qui m'avait menée jusqu'ici. J'ai repassé la conversation d'été, les regards, les silences, les gestes. Chaque image revenait avec une intensité qui me donnait envie de hurler et de pleurer en même temps. Je me suis rendue à la clinique en voiture, les mains moites mon sur le volant. Le trajet m'a semblé long, rempli d'images en accéléré. Moments de tendresse, nuits à pleurer, promesses non tenues. En traversant la porte vitrée, j'ai eu une sorte de lucidité aiguë. Je n'étais plus seulement moi. Il y avait déjà une vie en train de se former à l'intérieur de moi, et mes choix n'appartenaient plus qu'à moi. Cette conscience m'a fait sentir à la fois plus vulnérable et plus responsable. Je suis entrée, j'ai donné mes papiers, et on m'a conduite dans une salle blanche où tout sentait le désinfectant et l'attente. La femme qui m'a prise en charge a été douce. Elle a posé des questions, a noté des détails. Puis, elle m'a expliqué le déroulé du test, sans se permettre d'autre émotion que la procédure. Ce détachement m'a fait mal. J'ai voulu crier que ce n'était pas juste, que ma vie n'était pas un protocole, mais j'ai serré les dents et je me suis soumise aux gestes cliniques, à la machine qui capte la vie en gestation et la réduit à des chiffres et des probabilités. Je savais que le résultat allait trancher des existences, et j'avais peur de ce tranchant. En sortant, je suis retournée à la maison comme une personne qui tient une grenade amorcée. La journée a été longue. Chaque bruit me faisait sursauter. Le téléphone a sonné plusieurs fois. J'ai ignoré. À un moment, Vanderlei a frappé et est entré. Il m'a regardé, le visage plus doux que d'habitude, et m'a demandé si j'avais mangé. Je l'ai regardé et j'ai vu un homme qui ne saisissait pas toute la portée de ce qu'il avait demandé. Je n'ai pas encore eu à prononcer le mot qui change tout. Les heures qui ont suivi se sont étirées dans l'incertitude. J'ai pensé à ce que je pourrais dire, à la façon dont je pourrais cloisonner la vérité pour protéger un enfant que nous n'avions pas choisi ensemble. J'ai pensé aux conséquences pour moi-même si je rompais avec le confort, à la honte si je restais et continuais à mentir. Chaque option avait un coût. Chaque choix impliquait une trahison d'une part de moi-même. Et puis il y a eu le signal. Un message succinct de la clinique m'informant que les résultats seraient disponibles le soir même. Mon estomac s'est noué. J'ai regardé la maison comme si elle était un tribunal où j'allais être jugée. Josivaldo est venu, comme s'il avait pressenti une bascule. Nous avons parlé sans profondeur, comme deux personnes marchant sur la marge d'un précipice. À un moment, il m'a dit « Peu importe ce qui sortira, je veux que tu saches que je suis là. » Sa présence était lourde de promesses muettes. Je me suis demandé si je pouvais lui faire confiance, s'il serait capable d'assumer les conséquences d'un accord devenu réalité. La nuit est arrivée avec sa densité. Les ombres prirent des formes que mes pensées faisaient vaciller. J'ai pris le téléphone comme on saisit un verdict. Le message de la clinique était bref mais clair. Il fallait revenir pour discuter. Les résultats n'étaient pas simples à envoyer par texto. Ils demandaient un face-à-face. Mon corps entier s'est tendu. J'ai senti que, quel que soit le contenu de cette enveloppe médicale, rien ne pourrait être plus tranchant que la vérité mise à nu devant les visages que j'aimais et que j'avais trahis. Je me suis assise sur le canapé, la lampe allumée, et j'ai attendu. L'attente devenait une torture. J'ai essayé de me rappeler qui j'étais avant tout cela, ce que je voulais vraiment pour ma vie. Je me suis rendu compte que la question n'était plus seulement de vouloir, mais de savoir survivre à ce que je savais déjà trop bien. Que les choix faits au bord du gouffre laissent des cicatrices profondes. Je respirais en comptant les secondes comme on compte des perles rares. Les minutes paraissaient des heures.
Quand la porte a claqué et que Josivaldo est rentré, je n'ai pas su si je devais lui sourire ou fuir. Il s'est arrêté, m'a regardé, et pour la première fois depuis longtemps, il n'a pas cherché de mots de consolation. Il a simplement dit « On ira ensemble ». J'ai senti une chaleur contradictoire, la peur et la gratitude mêlées. C'est à cet instant, dans la pénombre qui précédait l'annonce, que j'ai compris combien tout ce qui avait été fait pour sauver le mariage nous avait enchaînés à une suite d'actes dont personne ne maîtrisait la fin. J'ai compris que la vérité, quand elle arrive, ne laisse pas de place pour les demi-mesures. J'ai regardé les mains que j'avais serrées plus tôt et j'ai su que, même si je le voulais, je ne pourrais plus revenir en arrière. Je craignais plus que tout le visage de l'enfant lorsque le monde lui dirait d'où il venait, et la responsabilité de la protéger au milieu de ce chaos. La sonnerie de la clinique allait bientôt annoncer un retour obligé. J'ai respiré une dernière fois, comme pour réunir ce qui restait de courage. Je me suis levée, j'ai pris mon manteau, et je suis partie vers un rendez-vous qui promettait de tout changer. La porte de la clinique se referma derrière moi comme une sentence. J'avais l'impression que chaque pas me rapprochait d'un endroit où l'on arrache les mensonges comme on arrache un pansement, brutal, définitif, laissant la peau nue. Assise dans la salle d'attente, j'ai regardé des visages inconnus et j'ai pensé à la mienne, à celle qui pour tant d'années avait su se construire d'un rôle et d'un confort, et qui maintenant vacillait devant autre chose de plus fragile. Une vie qui ne demandait pas d'être instrumentalisée pour ménager des égos. Le médecin m'a reçue avec une politesse clinique, comme s'il me rendait un service en me délivrant une vérité impitoyable. Il a parlé doucement, en utilisant des mots techniques pour amortir la force du verdict. Le test montre que, sur la base des marqueurs analysés, la probabilité de paternité est très élevée. Il a prononcé ce prénom comme s'il n'avait pas de poids humain, comme s'il s'agissait d'un nom sur une feuille. Josivaldo. Le sol a disparu sous mes pieds une seconde. Puis tout est revenu plus intensément. L'air semblait plus épais, la pièce plus petite, et ma respiration trop audible dans la pièce muette. Je n'ai pas senti la colère d'emblée. Ma première réaction a été une nausée froide, un flot d'images qui se bousculaient, les regards, les rendez-vous, les mensonges qui s'étaient empilés comme des pierres dans ma poitrine. Puis la colère est montée, lente et noire, dirigée d'abord contre moi-même pour cette capitulation, puis vers l'architecte de tout cela, Vanderlei. Comment avait-il pu imaginer qu'un arrangement humain se plierait à son dessein sans dégâts? Comment croire que l'âme humaine peut être gérée comme un budget, déplacée d'un compte à un autre sans perte? Je suis sortie de la clinique comme un automate, le test serré dans mon sac comme un pavé. À la maison, tout semblait identique, mais tout était désormais chargé d'un sens différent. Les appareils domestiques, les photos, les mêmes objets, comme si chaque particule d'air de cette maison savait la vérité et la contenait. J'ai attendu qu'un des deux hommes, celui qui avait ordonné cela et celui qui y avait répondu, attaque le premier. Ce fut Josivaldo. Il est entré sans bruit, comme d'habitude, mais son visage portait une nervosité contenue qui trahissait sa peur. Il a parlé bas, en cherchant mes yeux, comme pour s'assurer que j'étais là et qu'il n'avait pas tout inventé. Quand je lui ai tendu le papier, il n'a pas crié. Sa main a tremblé. « Je suis le père », a-t-il dit simplement, comme si annoncer cela devait l'alléger. Il y avait dans sa voix quelque chose que je ne voulais plus entendre, la lucidité d'un homme qui réalise d'un coup le poids de sa propre action. Vanderlei n'a pas été le premier à exploser en colère. Il a choisi une autre arme, le contrôle. Quand je lui ai montré les résultats, il a mis une main sur la table, regardant les lignes comme si elles étaient un contrat mal signé. Il a pris une inspiration lente, calculée. « Nous allons faire ce qu'il faut », a-t-il déclaré d'un ton qui voulait rester digne, et que je savais destiné à rassurer son propre ennui existentiel. « Mais il y a des conséquences », a-t-il ajouté, et dans ce « il y a des conséquences »,
se cachait un ultimatum qui allait redessiner ma vie. Il m'a présenté son choix comme une simple équation. Tu restes, tu fais ce qu'il faut pour préserver notre image, et nous vivrons tranquilles. Tu pars, et tout est fini. Pas d'argent, pas de maison. Le gâteau servi froid et étagé en raison pratique avait le goût amer de la chantage. Sa voix était calme, presque raisonnable. Mais au-dessus de cette rationalité, j'ai compris que la menace était réelle. Il tenait la sécurité matérielle que j'avais connue, et qu'à 53 ans, je n'étais pas sûre d'être en mesure de recréer seule. Il l'a posée devant moi, comme s'il me donnait la possibilité d'un choix parfaitement libre. Mais la liberté est une imposture quand on y mêle la survie. La pièce s'est transformée en champ de bataille silencieux, fait de regards et de mots inachevés. Josivaldo est resté près de la porte, incapable de soutenir le regard de celui qui l'appelait frère. Il m'a dit, d'une voix qui se brisait, « Je ne voulais pas que ça devienne ainsi. » Mais ces mots, aussi sincères fussent-ils, n'effaçaient pas le fait. Il était le père biologique de l'enfant que je portais. Tout se jouait désormais entre des loyautés tordues et des intérêts entremêlés. Nous avons passé des jours à peser les options comme on pèse des épées tranchantes. L'idée de partir, de reconstruire une vie ailleurs, m'a hantée. J'ai fait des calculs, des plans, imaginé des personnages. Moi seule, travaillant, une maison plus modeste, des compromis, une forme nouvelle d'indépendance. Mais à chaque fois le visage qui revenait était celui du bébé. Une main minuscule, un regard à naître. Qui étais-je pour lui refuser la stabilité? Qui étais-je pour lui imposer des déchirements parce que j'avais été, moi, trompée et manipulée? Ces questions ne sont pas rhétoriques, elles me tenaient éveillée. Le soir où j'ai pris ma décision, la maison était silencieuse. J'ai mis mes mains sur mon ventre et j'ai pensé à tout ce que j'étais prête à sacrifier pour garantir à Laura, car je savais déjà qu'elle s'appellerait Laura dans ma tête, un espace sûr. Rester signifiait vivre sous un mensonge public, accepter d'être le visage d'une paternité qui n'était pas réelle, mais offrir à cet enfant une maison, un toit, une sécurité matérielle. Partir signifiait dire la vérité, subir la honte, la perte matérielle, mais conserver la cohérence morale. Mon choix tragiquement fut dicté par un instinct primaire. Protéger l'être qui ne s'était rien demandé. J'ai donc accepté de rester. J'ai dit à Vanderlei que je continuerais à jouer le rôle qu'il souhaitait. Sa réponse fut sèche, voire presque dure. « Très bien. Tu restes. Mais souviens-toi que la loyauté se paie et que je ne compte pas te laisser plus que ce que je juge nécessaire. » Il y avait peu d'affection dans ces mots. Il y avait du calcul. Je n'ai pas aimé ce qu'il m'a donné, mais j'ai pris. J'ai pris parce que j'étais fatiguée et parce que l'enfant avait la priorité. La grossesse se termina comme un étirement entre la honte et l'espoir. Les mois furent remplis d'illusions pratiques. Préparation de la chambre sous un nom couvrant, visites médicales faites en silence, sourires polis lors des réunions de famille. J'accrochais au mur des cadres qui racontaient une histoire ordinaire. À l'intérieur, je m'efforçais d'inculquer à mon ventre le sentiment d'être attendu et aimé, non pas par une vérité complète, mais par une protection. Parfois, la culpabilité me rongeait jusqu'au matin. Parfois, je ressentais des vagues d'affection si fortes que j'avais l'impression d'être habitée par une grâce qui n'avait rien à voir avec la morale ou les arrangements. Le jour de l'accouchement, il n'y avait ni drame ni lumière hollywoodienne. Il y avait la douleur, celle de la chair, et une peur en même temps aiguë et têtue. Vanderlei se montra présent de manière calculée. Il resta dans la chambre, regardant comme si l'enfant était un objet qui lui appartenait par droit, par compromis. Josivaldo, quant à lui, vint plus tard, après avoir tenté de se tenir à distance pour ne pas encombrer la scène, puis submergé par l'amour qui naît d'un lien qu'aucun arrangement ne pouvait effacer. Quand Laura est au nez, elle a crié, et tout mon être s'est déconstruit et reconstruit en une seconde. Elle était parfaite et inconnue à la fois. Je l'ai tenue,
Et il n'y avait ni honte possible quand on a un tout petit dans les bras. Il n'y avait que la nécessité de la protéger. Lorsqu'on m'a demandé le nom du père à inscrire, j'ai tremblé. J'ai choisi, par peur et par pragmatisme, de garder la paternité déclarée au nom de Vanderley. Il a signé les papiers avec la même dignité clinique qu'il avait usée toute la vie. Ce mensonge administratif, pourtant, était décidé pour un but qui n'était que partiellement égoïste, garantir à Laura des ressources. En privé, je savais la vérité, et chaque soir je regardais Laura dormir en me demandant si j'avais fait le bon choix. La réponse n'est pas simple. Elle s'est faite au fil du temps, au rythme des nuits sans sommeil, des sourires innocents, de l'odeur d'un petit être qui n'appartient à personne d'autre que lui-même. Les premières années furent un champ miné d'émotions. À la surface, tout paraissait normal. Laura grandissait, était choyée par une famille qui savait garder les apparences. Vanderley tenait sa place de père légitime dans le registre officiel, achetant des poupées, assistant aux fêtes d'école, posant pour des photos. Josivaldo, lui, a endossé un rôle ambigu. Il s'éclipsait parfois, puis revenait, plus présent, plus doux, comme si le fait d'être père biologique le rendait à la fois fier et honteux. Pour moi, vivre cette duplicité quotidienne s'apparentait à tenir un secret lourd comme un rocher dans la poitrine. Je souriais en public et je me brisais en privé. La maison, pourtant, n'était pas un lieu de paix. Les tensions se cristallisaient dans de petites scènes quotidiennes. Vanderley, dans ses rares moments de lucidité, pouvait être tendre. D'autres fois, il utilisait la menace implicite de l'option qu'il m'avait donnée comme une arme subtile. Des remarques sur les dépenses, des silences punitifs, une présence qui se retirait pour mieux revenir. C'était une dynamique toxique mais ordinaire, faite de pouvoir et de contrôle. Josivaldo, de son côté, oscillait entre la fidélité à notre secret et la nécessité de se rendre présent en tant que père. Il voulait être près de Laura, sans que cela ne vienne troubler le fragile équilibre. Nous vivions tous en équilibristes sur une corde tendue, au-dessus d'un abîme. Il y a eu des épisodes de violence psychologique, sans jamais atteindre l'ouverture d'un conflit judiciaire. Des mots durs lancés en colère, des lames invisibles tranchant la sécurité que j'avais cru posséder. J'ai parfois songé à fuir, à rompre l'apparence, mais la peur revenait toujours. Qu'adviendrait-il de Laura? Qui la protégerait quand je serais éjecté du confort matériel? Mon choix, encore et toujours, reposait sur la priorité absolue. Laisser l'enfant grandir sans souvenir immédiat de la zizanie originelle. C'était une stratégie que je me refusais de juger. C'était ma manière de survivre. Les années ont fait leur œuvre, et les gens finissent par s'accoutumer aux arrangements, aux mensonges ordinaires, aux non-dits. Laura a grandi en riant, en apprenant des comptines, en tombant et se relevant. Elle n'a jamais manqué de rien d'essentiel. Elle avait la présence d'une mère aimante, quoique complexe, et la figure d'un père officiel, respecté en société. Josivaldo, en coulisses, a joué un rôle d'ombre lumineuse. Il apparaissait quand la vérité l'imposait. Il participait aux moments privés, offrait des images de complicité discrète. Il lui donnait des histoires au creux des oreilles, des yeux qui la regardaient différemment de ceux que je connaissais. Peu à peu, j'ai vu qu'elle tissait sa propre identité, indépendante de nos choix d'adultes. Puis la vie, cette force imprévisible, a ramené tout à une humilité nouvelle. Vanderley a commencé à se plaindre de douleurs sourdes au début, puis de fatigue qui durait. Les visites médicales se sont succédées et le diagnostic est tombé. Une maladie que l'âge, la vie faite de décisions stressantes et la nature même ne pouvaient ignorer. Les rôles ont basculé. Celui qui avait tout orchestré s'est retrouvé vulnérable, dépendant d'une adresse qu'il n'avait pas prévue pour lui. L'orgueil s'estompe souvent devant la fragilité du corps. Vanderley a vécu sa maladie avec une dignité parfois troublante, parfois agressive. Peut-être parce que la confrontation avec sa propre faim a eu pour lui quelque chose de purificateur. Il n'a plus trouvé d'intérêt à maintenir des mensonges de façade quand l'essentiel lui était retiré sous les doigts.
C'est au chevet de ce même homme qui m'avait donné l'ultimatum que j'ai entendu, pour la première fois depuis des années, une phrase qui avait la puissance d'un aveu. Dans une chambre blanche où les machines rythmaient la respiration, il m'a pris la main, et d'une voix qui avait perdu sa dureté, il a dit « Je ne veux pas que tu partes avec un fardeau plus lourd que celui que nous avons créé. » Il savait désormais qu'il n'était que fragile, et que l'ensemble des rapports familiaux que nous avions tissés ne survivrait peut-être pas à la vérité. Peut-être que l'idée de laisser une petite fille grandir sans repères humains solides la troublait. Peut-être que la confrontation avec sa propre faim a illuminé des parts de compassion oubliées. Il a proposé l'impensable, un arrangement de vérité. Cela a pris la forme d'une proposition concrète. Divorce à l'amiable, reconnaissance de la paternité biologique par Josivaldo, mise en place d'un soutien financier, un compromis. Il n'a pas dit « pardon » comme on l'attend dans un film. Il a fait des gestes, des choix tangibles qui traduisaient quelque chose de plus important que la fierté. La volonté de réparer ce qui pouvait l'être avant que la maladie ne rende tout irréversible. Sa proposition n'effaçait pas la douleur du passé, mais elle offrait une route praticable, une forme de protection pour Laura. J'ai longtemps gardé le silence, incapable de croire qu'il parlait sérieusement. La peur d'un nouveau piège était là. Et puis, j'ai vu dans ses yeux une fatigue qui n'était pas de la comédie. Le pouvoir s'estompe quand l'être humain se trouve face à l'inéluctable. Il a accepté de signer, de reconnaître, d'organiser une pension pour Laura et pour moi. Non par noblesse soudaine, ni par repentir grandiloquent, mais par pragmatisme et par un besoin de redresser quelque chose dans ces derniers jours. Peut-être a-t-il voulu partir la conscience plus légère, en laissant des choses en ordre. Josivaldo, quant à lui, a réagi avec un mélange d'appréhension et de soulagement. Être officiellement reconnu comme père l'effrayait et l'apaisait en même temps. Il aurait des droits, des responsabilités, mais surtout, il cesserait de vivre dans cette zone d'ombre. Mais avant toute chose, il a promis. Je serai là pour Laura, mais je ne veux pas qu'on confonde cela avec un recommencement pour nous. Sa phrase sonnait comme une frontière claire, nécessaire pour que chacun puisse continuer sa vie sans se perdre dans le remords ou la confusion. Le divorce s'est déroulé comme une mécanique administrative après tant d'années d'une vie partagée. Papier, signature, adieu formel, qui ne résolvaient pas l'éventail des blessures. Mais la décision de dissoudre juridiquement notre union a déclenché quelque chose d'essentiel, la possibilité d'un redémarrage. La reconnaissance paternelle de Josivaldo a été officialisée peu après, accompagnée d'un accord qui fixait la pension destinée à couvrir les besoins de Laura et une somme pour m'aider à me stabiliser. Nous avons négocié sans éclat, avec des avocats qui traduisaient en clause ce que les cœurs n'arrivaient pas toujours à formuler. Il n'y eut pas de scène spectaculaire, pas de dénonciation publique. Les décisions furent prises dans le secret que nous avions appris à entretenir, mais avec une honnêteté nouvelle, agir pour le bien-être de l'enfant. Après l'accord, la vie a perdu un peu de son théâtre. Les gestes ont repris des couleurs moins acérées. Les regards se sont adoucis, non pas toujours par amour, mais par une paix pragmatique. J'ai quitté la maison que j'avais habitée pendant tant d'années. La maison était devenue trop lourde de souvenirs et de compromis. J'ai trouvé un petit appartement, modeste mais propre, où je pouvais enfin respirer sans sentir sur mes épaules la main de quelqu'un décidant de ma valeur. Il y eut des nuits difficiles, le sentiment d'avoir perdu un empire de confort, mais aussi la découverte d'une liberté que je n'avais pas connue depuis des décennies. Laura, malgré tout, s'est adaptée. Elle n'a pas porté la vérité comme un fardeau visible. Elle a grandi, entourée d'affection. Et c'était là l'essentiel. Josivaldo s'est impliqué officiellement. Il venait au rendez-vous, aux fêtes d'école, il l'aidait à faire ses devoirs. Nous avons négocié des règles claires. Pas de romantisme entre nous, une relation parentale structurée et une présence respectueuse. Cette ligne de conduite était pour moi une condition non négociable. La stabilité émotionnelle de Laura devait primer sur nos désirs ou nos remords.
Quant à ma relation avec Josivaldo, elle a pris une forme que je n'aurais su nommer au départ. Nous avons partagé des moments tendres, parfois, mais j'ai mis une barrière nette. Nous avons décidé ensemble de renoncer à un amour romantique. Il y avait en trop d'ombre et trop de blessures pour envisager reconduire ce qui avait engendré tant de dégâts. Ce fut une décision douloureuse, acceptée avec la clairvoyance de ceux qui comprennent que l'amour peut se transformer en plusieurs formes. L'union affective, le respect, la responsabilité. J'ai choisi d'être pour lui un compagnon respectueux, et pour Laura, une mère aimante, et lui a choisi d'endosser le rôle de père biologique présent, sans qu'il n'y ait autre chose. La reconstruction n'a pas été linéaire. Il y eut des rechutes, coups de blues, moments où je me demandais si j'avais pris la bonne route, si la prudence l'emportait trop souvent sur l'authenticité. Mais petit à petit, j'ai appris à me délester de la honte qui m'avait rongée. J'ai recommencé à travailler, pas pour la frime, ni pour acheter des choses, mais pour m'ancrer dans une réalité où ma valeur n'était pas décidée par un mari vieillissant, ni par un arrangement honteux. J'ai appris à dire non, à me fixer des limites. J'ai appris aussi à demander de l'aide quand il le fallait. La relation avec mes beaux enfants et la famille élargie s'est transformée. Certains ont gardé leur distance, d'autres ont choisi de rester. Les commérages s'apaisèrent avec le temps, non parce que la vérité s'efface, mais parce que les gens ont autre chose à faire que de s'attarder sur la vie d'autrui. J'ai trouvé parmi ses proches des alliés silencieux qui n'avaient pas besoin d'étiquettes pour me regarder avec compassion. J'ai retrouvé quelques amitiés anciennes, patinées par l'épreuve, plus solides parce qu'elles avaient aidé à me porter. Laura a grandi heureuse, curieuse, dotée d'une sensibilité qui m'émerveillait. Elle savait que je l'aimais au-delà des histoires compliquées. Elle savait aussi, à sa manière d'enfant, que les adultes font des choix difficiles. Je lui ai raconté des vérités adaptées à son âge, avec la tendresse et l'honnêteté possibles pour qu'elle ne porte pas un fardeau d'adulte trop tôt. Protéger un enfant ne signifie pas le cacher du monde, mais lui donner des clés pour comprendre ce monde sans l'enfoncer dans la culpabilité. Les saisons ont continué. Vanderlei est parti quelques années après son aveu d'humanité, sa maladie ayant fait reculer son temps parmi nous. Sa mort n'a pas été un drame hollywoodien, mais un moment de tristesse complexe. Un homme qui avait blessé et protégé à la fois, qui avait fait de mauvais choix et qui, à la fin, avait accepté d'en réparer certains. Je ne peux pas dire que cela efface ce qui a été. Cela demeure. Mais la vie est faite de couches et de guérisons, parfois lentes. Aujourd'hui, je suis plus âgée, marquée par les épreuves, mais plus claire sur ce que je veux pour moi et pour Laura. Je travaille, je vis dans un appartement où chaque objet est choisi pour la chaleur qu'il apporte. Josivaldo fait partie de notre vie de manière stable et respectueuse. Nous avons construit une forme de famille qui n'est pas ce que j'avais imaginé jeune femme, mais qui protège ce qui est essentiel, la sécurité et le bonheur de Laura. Si je dois retenir une leçon, c'est que les solutions pragmatiques aux crises profondes sont souvent des rustines qui laissent qu'on commette des cicatrices. Elles peuvent éviter des effondrements immédiats, mais elles déplacent la douleur et la complexité. J'ai donné quelque chose que je n'aurais jamais cru pouvoir donner parce que j'ai cru protéger, et j'ai appris que protéger implique parfois des renoncements, mais aussi une exigence morale, reconnaître, réparer et prioriser la vie qui dépend de nous. Ce n'est pas une glorification de mes choix, c'est un aveu de ce que j'ai fait pour survivre et pour protéger un enfant. Je ne recommande rien à personne. Je ne prétends pas avoir raison. Je raconte simplement ce que j'ai vécu, en espérant que ceux qui m'écoutent comprennent la complexité d'un être humain placé au bord du gouffre. La vie nous met face à des choix impossibles, et parfois la meilleure réponse est de faire ce qui semble le moins cruel pour un petit être à naître. Si cette histoire vous touche, si elle résonne en vous ou en quelqu'un que vous connaissez, abonnez-vous et dites-moi en commentaire ce que vous auriez fait à ma place. Vos paroles peuvent aider d'autres qui se retrouvent face à des décisions impossibles.
Merci d'avoir écouté mon témoignage. Je partage ma vie non pour être jugé, mais pour que, peut-être, quelqu'un trouve dans ces mots un écho, un avertissement, ou simplement la confirmation qu'il n'est pas seul dans ses contradictions et ses peurs.